Os castelos da Europa. No rastro da aristocracia europeia, investigamos o Val do Loire, em França, Baden-Württemberg, na Alemanha, o sul de Inglaterra, o Piemonte, em Itália, e os castelos à volta de Lisboa, em Portugal. As margens do Loire. A época da monarquia gerou um verdadeiro boom na construção de castelos renascentistas. Tesouros escondidos e maravilhas históricas continuam ainda hoje a ser encontrados. Os detentores atuais destes castelos mantêm-nos com grande amor e dedicação. A nossa viagem através do Loire leva-nos até Chambord e ao seu antigo pavilhão de caça, Beauregard, Chenonceau, Villandry e finalmente Brézé, com a sua fortaleza subterrânea. A sul do Loire fica o castelo e o domínio de Chambord, que ocupa uma área de 50 km². Uma muralha estende-se por 32 km à volta do antigo couto de caça do rei Francisco I, mantendo os animais dentro do parque. Foi aqui que o monarca concretizou o seu sonho: criar uma zona de caça maior do que a Paris do século XVI. Ainda hoje, Chambord é a propriedade do governo. O presidente francês é o senhor do castelo, por assim dizer. Je suis très matinal. J'aime ce côté magique où on arrive dans la brume. Il fait encore assez sombre et puis le soleil se lève tout doucement, nous laisse une belle matinée devant nous, donc on n'a pas la pression du temps. O balonismo de ar quente foi inventado pela nobreza francesa. O primeiro voo pilotado descolou junto a um castelo. À época, no século XVIII, o balão não se apresentava inflado, mas sim rígido e feito de linho pesado. Nico descende de uma família de balonistas. Un vol en montgolfière est à l'image de la vie. On sait exactement d'où on part, on ne sait absolument pas où on va atterrir. Tout ce que l'on va faire, c'est pendant ce vol en montgolfière et pendant toute sa vie, essayer de naviguer au mieux, rebondir et ainsi finir sous de beaux auspices. A ideia que levou à invenção do balão de ar quente ocorreu aos pioneiros da aviação ao observarem a natureza. O ar quente é mais leve do que o ar frio, o que permite a um objeto levantar-se do solo. Pouco antes da Revolução Francesa, os irmãos Joseph e Jacques Montgolfier lançaram com sucesso o primeiro balão tripulado partindo de Versailles. Chambord, c'est la démesure extrême. Chambord, ça me fait penser aux pyramides d'Égypte, ça me fait penser à Manhattan aux États-Unis, ça me fait penser à tout un tas de choses démesurées. Chambord, c'est l'accomplissement fantastique d'un roi fantastique. Em 1537, no auge da Renascença, 1800 trabalhadores começaram a construir o castelo. Ficou finalmente completo em 1685, durante o reinado de Luís XIV. Crê-se que a famosa escadaria, o ponto central de Chambord, tenha sido desenhada pelo homem do Renascimento, Leonardo da Vinci. Francisco I mandou decorar as abóbadas com a sua insígnia, F de Francisco e França, e uma salamandra a cuspir fogo, em representação do poder terreno do rei. O lema da sua divisa: vivo nele e extingo. Uma escadaria em espiral dupla vai do resto do chão ao ponto mais alto do castelo.
simboliza a ligação entre o céu e a terra. O mais alto ponto de observação foi dedicado a Jesus Cristo e ao próprio rei. Apenas o rei podia entrar no pináculo envidraçado em forma de tabernáculo. Em Chambord propuseram-se um objetivo ambicioso: restaurar todos os telhados no modo como se encontravam 250 anos antes. Este esforço manteria uma equipa de restauradores e artesãos altamente qualificados ocupada durante muitos anos. Hippolyte, de Itália, faz parte da equipa. J'ai toujours l'impression, quand je suis arrivée la première fois à Chambord, d'être dans un décor de théâtre. Est-ce que c'est vrai ce que je touche ou pas? Est-ce que c'est vrai ce que je regarde ou pas? Oui, c'est vrai. O elemento paisagístico da cobertura foi desenhado para formar um cenário glorioso. Céu e terra esculpidos em pedra. Qui nous appellent les chirurgiens, les techniciens de la pierre. On utilise quasiment les mêmes instruments, des gants en latex, des combinaisons, des masques, des protections. Et c'est vrai qu'ils nous traitent comme des médecins. Voilà. Pour redonner vie, on intervient sur les monuments, sur les pierres, sur des soupeurs pour redonner une forme, une vie. Como Leonardo da Vinci, Hippolyte também deixou a sua casa em Itália e viajou até à região do Loire para nela viver e trabalhar. A pálida tufa calcária é ideal para este tipo de delicada cantaria. Este material, relativamente leve e maleável, contribuiu para a proliferação de castelos da Renascença. Mas a pedra requer grande cuidado e os séculos deixaram a sua marca. Je touche l'histoire. C'est très attachant, c'est très émouvant, dans la mesure où on respecte le travail des anciens, ce qu'on appelle les anciens, les gens qui ont travaillé pendant une série de décennies, d'années. Mais de 220 mil toneladas de tufa calcária foram usadas na construção de Chambord. Luc Forlivesi, chefe dos restauradores, planeia devolver toda uma série de quartos à sua condição original quando foram construídos em 1750, à altura em que acolhiam os convidados de Maurício da Saxónia. Le fond blanc, tissu de fond blanc à oiseau. Ça, c'était vrai que c'était la première opération, mais c'était... A sua antiga glória será devolvida a todas as peças, no seguimento de uma extensa investigação que, em alguns casos, durou vários anos. Alors que ce soit dans le domaine de la restauration ou de la recherche ou de la conservation, il y a toujours une première étape qui est l'étape du jeu de piste. On est sur un jeu de piste ou une enquête de détective, si l'on veut, il faut trouver les traces. E as surpresas acontecem mesmo para veteranos como Luc Forlivesi. Um convidado dos dias de glória do castelo deixou seu nome para a posteridade. Ça, c'est notre Monty avec un Y. Alors là, c'est vrai que c'est encore phonétique. Hein. Écossois. Éco, encore, on est d'accord, mais les deux S sont remplacés par un C. Bon, pourquoi pas. 15 août 1647. On va pas se plaindre non plus, il était écossais, il écrivait en français. Pas mal. On a François, bon, ça c'est sûr. La date qui serait peut-être 1651 ou 1657. Salvin, valet de pied, de son d'Altesse royale. De son d'Altesse. Ah oui, il a sauté la ligne parce qu'il y avait le joint. Ah oui, c'est vrai parce qu'il se dit sur le joint je passe pas. Et là il y avait une imperfection de la pierre. Donc c'est un jeu de piste à travers le passé, à travers le temps. Et puis on croise des intervenants, on croise des personnages qui sont morts depuis longtemps, mais dont les écrits, dont les gravures, dont les meubles nous donnent quelques indices et ça nous permet de bâtir un discours à partir de traces parfois ténues de l'histoire. Mais c'est ça le jeu, c'est ça l'intérêt du métier. « 2020, c'est après-demain, mais on travaille aussi pour 2100 et 2200 peut-être, pour que les gens qui seront là à cette époque puissent bénéficier du château dans les meilleures conditions. Et puis la troisième étape importante et chose importante du métier, c'est de faire
partager tout cela. Parce que si vous êtes dans votre bureau et que vous êtes le seul à savoir quelque chose, moi, je n'y trouve aucun intérêt. On a aussi ce décor qui paraît, cet arrière-décor qui paraît étonnant, qui est fait de bois, de plâtre, des clous, des chevilles, des grands panneaux, et qui a comme but de restreindre le volume de la pièce. C'est évidemment une partie très méconnue de Chambord et très inédite, et elle correspond en fait à l'envers de la chambre de parade du maréchal de Saxe, qui était donc le propriétaire de Chambord à la mi-XVIIIe siècle, et qui a fait installer ce très beau décor avec des boiseries qui viennent de Versailles, qui lui ont été offertes par le roi Louis XV. Maurício da Saxónia foi dos poucos nobres que viveram em Chambord o ano todo. O conde alemão foi promovido a marechal, considerado um comandante militar invencível. Era uma lenda viva. E para além dos 2 regimentos de cavalaria, mantinha também em Chambord a sua amante, uma atriz. A construção do castelo encerrou a época dos reis do Loire. Francisco I deslocou a sede do governo novamente para Paris, supostamente com pesar. A alguns quilómetros de Chambord encontra-se Blois, durante séculos a capital dos reis do Loire. Foi anfitriã de espetaculares jogos e testemunha de muitas intrigas. Milhares de castelos renascentistas emergiram nas margens do Loire. Atualmente, a grande maioria continua a ser propriedade privada. Há 4 gerações que o castelo de Beauregard está nas mãos de uma família nobre, os Dupavillon. O seu relevado tem a forma de uma flor de lis, o emblema dos reis franceses. Guy e Nathalie Dupavillon gerem o castelo há vários anos. O castelo de Beauregard, ou Bela Vista, faz sem dúvida jus ao nome. Possui uma galeria de retratos com mais de 300 pinturas da Renascença. Os rostos de figuras ilustres contam cerca de 300 anos de história. O retrato de cada rei francês surge ao lado dos indivíduos mais importantes da sua época. 5 reis governaram França a partir das margens do Loire. Carlos VII foi forçado a fugir para o Loire em 1422, quando os ingleses ocuparam Paris. Com a ajuda de Joana d'Arc, reconquistou a capital, pondo deste modo fim à Guerra dos 100 Anos. Contudo, escolheu permanecer na região do Loire. Il y a un livre qui fait 1800 pages qui décrit chaque personnage, pourquoi il est important, pourquoi il est dans la galerie. Donc vraiment une vraie explication de toute cette galerie, donc un travail monumental. Et la disposition en fait n'est pas innocente. Quand on voit le dernier souverain de Constantinople à côté de Skanderbeg, le héros albanais, c'est parce qu'ils étaient donc contemporains et beaux-frères. Par exemple, il y en a d'autres. Normalement, les reines sont à côté de leur époux. Catherine de Médicis est proche de ses 3 fils, puisqu'elle elle est devenue quelqu'un d'important qu'à partir du moment où ses enfants lorsqu'elle était régente. Donc, à côté d'Henri II se trouve Diane de Poitiers, sa maîtresse. Qui était la femme importante pour le règne au moment où lui était en place. Henri IV, c'était le premier tableau de cette galerie. Paul Hardy a créé cette galerie. Au début, il voulait juste mettre un tableau sur cette cheminée. Et puis il a mis finalement les ministres autour d'Henri IV. Paul Hardy, que foi ministro de 3 reis, encarregou vários artistas de pintarem os retratos.
Os artistas chegaram a ter de percorrer grandes distâncias para copiar pinturas ou fazer retratos dos seus contemporâneos. Esta seleção única de figuras importantes vai desde Henrique VIII e Isabel da Baviera ao cheque de Constantinopla. Durante o período da Renascença, os retratos adquiriram um toque pessoal, que procurava realçar o caráter único de cada indivíduo. História feita por mãos humanas. E depois, uma surpresa vinda do mundo contemporâneo. Estas grandes salas incluem outra série de retratos. A exposição Os Seus Cães mostra 70 cães de donos famosos, como François Mitterrand e Yves Saint Laurent. Um único gato destaca-se dos restantes animais. La raison pour laquelle il y a un chat dans cette exposition, c'est de l'ordre de... Les choses existent, il faut qu'il y ait une imperfection. Tal como os retratos de Beauregard, as fotografias de cães de Antoine Schneck começaram por ser obras encomendadas. Mas mesmo cães bem treinados não gostam de ficar quietos. Donc j'ai dû apprendre à parler chien. Presque quelque chose que j'ai découvert tout seul. Et donc ça se traduit par des grondements qui étonnaient tellement ce chien de voir ce bipède devant lui à quatre pattes en train d'essayer de lui parler chien avec un accent parisien qui me regardait interloqué. Le peintre essaye de raconter une histoire, de traduire la personnalité. Et pour ça, il va utiliser un décor, il va utiliser la lumière, et il va capturer une expression. C'est pas mon propos. Je cherche pas à traduire une personnalité, à raconter une histoire. Je cherche juste à permettre au spectateur de regarder un visage. Onde quer que Antoine Schneck tire as suas fotos, em África, na Índia ou no castelo de Beauregard, estas nunca incluem um cenário. Para além do equipamento fotográfico básico, a ferramenta mais importante de Antoine é uma tenda branca em forma de cubo. Pode ser montada em poucos minutos e cria condições de luz perfeitas. Baisse un peu le bout du nez. Là, tu me regardes. Là, tu me regardes. Non, mais tu me regardes moi. Je suis, moi, au moment de la photo, en extrême tension et de relation avec l'autre. Où finalement, on arrive à ce que tous les deux, on lâche prise. On oublie ce qui se passe autour. Non. Voilà. Non, tu tournes pas la tête à droite. Voilà, très très bien. Voilà, super. Là tu souris un peu trop. Tu cherches pas à sourire. Tu penses juste à quelque chose d'agréable. Voilà. Tu penses à quelque chose d'agréable? Comme des chamallows, des bonbons. Qu'est-ce que t'aimes bien faire? Du ski nautique? T'es un champion de ski nautique? J'aime bien les bonbons. T'aimes bien les bonbons. On n'a pas l'expérience de son propre visage. C'est-à-dire quand on se regarde dans un miroir, c'est pas son visage qu'on regarde, c'est son visage qui regarde son propre visage, qui se transforme en fonction de ce qu'il fait. Le concept, on va le dire dès le départ, c'est de finalement donner à quelqu'un l'expérience de son propre visage. On n'a jamais vu son propre visage. O
rio Loire permanece intocável, o que o torna único na Europa, com a forma das suas margens arenosas a alterarem-se com a maré. O rio serve de habitat a mais de 200 espécies de aves. Atravessam o Loire, vindas de países distantes e transportando sementes de plantas exóticas. A partir de 1560, o castelo de Chaumont foi a casa de campo de Catarina de Médicis, até esta se apoderar da casa da sua arquirrival Diana de Poitiers. Uma das torres estava equipada com observatório. Catarina tinha grande interesse por astrologia e era uma grande admiradora de Nostradamus. O seu grande amor, porém, era Chenonceau, talvez o mais esplendoroso castelo de Loire. Catarina mandou construir uma galeria sobre o Cher, afluente do Loire. Foi tudo concebido para lhe recordar Florença, a sua terra natal. Chamam-lhe o Castelo das Senhoras por uma boa razão. A proprietária e curadora atual também é uma senhora que se vê como sucessora desta grande tradição familiar. Laure Meunier. Os Meunier, uma família de empresários, adquiriram o castelo pouco antes do início da Primeira Guerra Mundial. Chenonceau est vraiment l'incarnation d'un monument de paix et je souhaite que nous souhaitons tous que ce monument puisse symboliser cette valeur et cette vertu pour l'éternité. A par do seu charme extravagante, este castelo tinha uma função puramente prática. Durante séculos, foi o único caminho através do Cher. Durante a Primeira Guerra Mundial, a família Meunier converteu a galeria do castelo num hospital. A ampla sala de operações tinha mais de 120 camas. Simone Meunier, mulher do proprietário do castelo, dirigiu o local enquanto enfermeira-chefe. Com a ajuda de um punhado de voluntárias, o lazareto tratou mais de 2.000 soldados feridos até ao fim da guerra. Même dans ces moments très sombres, c'était un message d'espoir. De même que durant la Seconde Guerre mondiale, qui est aussi un moment atroce, cette même Simone Meunier s'est illustrée en permettant, puisque la ligne de démarcation passait au milieu du Cher et donc du monument, en permettant à beaucoup de personnes, avec l'aide de personnes du village, des alentours et certains de ses amis, l'avantage d'une propriété privée étant de pouvoir y circuler relativement librement, elle a permis à beaucoup de personnes de retrouver une liberté sur l'autre rive. Durante séculos, o castelo foi quase exclusivamente dirigido por mulheres. Os proprietários masculinos geralmente davam rédea solta às esposas. Cette filiation naturelle, si on peut parler de filiation, entre les femmes qui se sont succédées ici, fait que ce sont des femmes de grande qualité, d'extrême courage, très souvent de grande solitude aussi. Mais dans cette solitude, comme l'a dit Flaubert, sa mélancolie n'a pas d'amertume. Et je trouve que ça, c'est très beau. Em 1548, o rei francês Henrique II ofereceu o domínio à sua amante, Diana de Poitiers, que tinha mais de 19 anos do que ele. Permaneceu sob o seu feitiço até à morte. Vira Diana pela primeira vez aos 8 anos. A sua mulher, Catarina de Médicis, só conseguiu sair da sombra de Diana quando o marido foi mortalmente ferido por uma lança numa justa. Consequentemente, Catarina expulsou a rival do castelo e adaptou-o ao seu gosto. Diana adicionara a ponte através do Cher.
mas foi Catarina que criou a característica distintiva do castelo. Mandou construir 2 galerias sobre os arcos da ponte, expandindo significativamente as instalações. A partir do seu minúsculo gabinete, Catarina tratava de assuntos de Estado. Une chose est très particulière, c'est que cette pièce se situe en amont. Et on voit la volonté d'une femme de voir arriver le courant et de voir d'où il vient, plutôt que de se laisser porter par lui. Et je trouve que là, on retrouve en effet une femme Médicis. Catarina de Médicis chegou à corte francesa aos 15 anos. No castelo de Chenonceau, teve finalmente a oportunidade de criar um verdadeiro lar, à imagem da sua terra natal, a Itália. Et elle a réussi à harmoniser l'Italie et la France à la perfection. Alors pour cela, nous pouvons lui en être extrêmement reconnaissants, en dehors du fait d'avoir découvert la fourchette, les artichauts, la menthe en Amazone, qu'elle a popularisée, puisque c'est une origine suédoise, et bien d'autres raffinements que l'on considère maintenant essentiellement comme français, mais qui viennent de la Florence des Médicis. A Quinta do Castelo continua a produzir alcachofras, hortelã e outras iguarias. A parte central abriga a única oficina de flores privada dos castelos do Loire. Mais de 100 diferentes tipos de flores desabrocham nos jardins adjacentes. O seu único propósito é decorarem o castelo. Os ramos de pequenas macieiras serpenteiam cada canteiro e até os muros dos jardins estão demarcados por filas de rododendros. David Auguet dirige a oficina de flores. Excluindo algumas diretrizes relativamente às cores, ele tem rédea solta sobre todo este paraíso. Cada arranjo tem de ter o seu aval, mas só há poucos anos escolheu esta profissão. Avant, j'étais cuisinier. Donc c'est un autre art, on va dire. C'était l'art culinaire. Donc, je sais pas, au bout de 10-12 ans, j'ai eu... c'est les fleurs qui sont passées avant la cuisine, donc j'ai changé. Ce grand virage est arrivé, j'avais 25 ans. Donc ça s'est un petit peu décidé du jour au lendemain, pas sur un coup de tête, mais presque. En disant, mon métier, j'ai envie de changer, donc pourquoi pas les fleurs. À la lavande, on a peu ici, mais le peu qu'on a, on arrive à l'utiliser. Moi, j'utilise beaucoup pour mettre dans les cuisines, ce qui me rappelle tout à fait mon premier métier, que je travaillais déjà à la lavande, en faisant des glaces à la lavande, des apéritifs à la lavande. Donc là, maintenant, on décore les cuisines du château. Com esta mudança da cozinha para a oficina de flores, trocou o mundo quente e agitado para um universo fresco e tranquilo. Ambos os negócios agradam aos sentidos. Les fleurs qui me parlent en les travaillant. Elles vont un petit peu à leur place, là où elles veulent. On les remet, on les bouge, et hop, elles prennent une autre position. Donc c'est plus ça, cette relation de... C'est elle qui me parle plus. Et pour moi, c'est des êtres vivants. C'est vrai que ça rentre dans l'être vivant, parce que vous voyez, vous la posez, pof, elle bouge, après elle s'ouvre, elle s'épanouit, elle vit. Et puis, malheureusement, elle meurt. Quase todos os quartos do castelo exibem um ramo de flores. As flores e as cores são cuidadosamente selecionadas segundo o seu significado simbólico. O branco, por exemplo, é a cor real do luto. De même que vous rentrez dans le sillage
justement des fleurs. Vous arrivez dans cette bulle odorante et harmonieuse de chaque personne qui se succède ici à chaque époque. Et ça, c'est un émerveillement. O Vale do Loire é a região mais fértil do país. É conhecido como o Jardim de França. Os jardins de Villandry são um exemplo notável da horticultura francesa. Os socalcos do Jardim de Água e o castelo proporcionam vistas magníficas sobre a impecável simetria dos jardins. Durante a Renascença, o jardim era visto como uma extensão do castelo, um lugar que convidava a esquecer as preocupações. Os jardineiros paisagistas moldaram o jardim de acordo com a sua visão do paraíso. Henri Carvalho é o atual proprietário do castelo. Henri olha pelo castelo e pelos jardins, muito mais do que uma ocupação a tempo inteiro. Passa o pouco tempo livre nos campos de ténis imaculadamente mantidos, inicialmente concebidos pelo seu bisavô. J'ai toujours le souvenir de ces jardins puisque j'y ai passé toute mon enfance et j'ai pu suivre le travail de mes parents. Et ce qui fait que je pense que j'ai connu progressivement une imprégnation du sentiment de devoir m'occuper du château de Villandry et de ses jardins. Henri tomou posse de Villandry em 2006. Dirige uma equipa de 10 jardineiros. A interação entre o homem e a natureza foi planeada e aperfeiçoada ao mínimo pormenor. Um paraíso criado por mãos humanas. E, como é adequado a um paraíso, o jardim de Henri tornou-se totalmente orgânico em 2009. Os seus arbustos e flores têm agora de sobreviver sem fertilizantes químicos e pesticidas. Isso requer conhecimento especializado. Ingrid Arnaud, bióloga na Universidade de Tours, especializou-se em encontrar alternativas não químicas ao controle de pragas. Juntamente com a sua equipa, examina o equilíbrio biológico dos jardins. Ces produits biologiques, en fait, ce sont tout simplement des insectes. Ces insectes permettent de réduire les autres populations de ravageurs. Et tout simplement, ici, on a une biodiversité exceptionnelle en insectes qui permet de réduire ces quantités d'insecticides. A joaninha é um dos insetos mais importantes para o controle de pragas. Ingrid estuda a prevalência de várias espécies de insetos e, dependendo da praga, a libertação de determinados organismos benéficos. A joaninha come uma média de 3.000 pulgões ou ácaros antes de passar a pupa. A joaninha só vive 1 ano. O objetivo da sua curta vida é a reprodução. Hortas decorativas eram muito populares durante o período da Renascença. Vegetais de continentes recém-descobertos eram especialmente apreciados, tal como alcachofras. Os
quartos do castelo proporcionavam excelentes vistas sobre as novas variedades. Quando os bisavós de Henri compraram o domínio, decidiram voltar a cultivar o jardim renascentista segundo os esquemas de 1760. Nessa altura, o castelo estava quase em ruínas. Alors mes arrière-grands-parents, donc Joachim Carvalho et Anne Coleman, étaient tous les deux étrangers finalement, lui espagnol et elle américaine, tous les deux chercheurs en médecine à Paris. Mais ils avaient commencé à constituer une belle collection de peintures espagnoles. C'était leur premier intérêt pour l'art. Et ils ont cherché une grande maison à la campagne, pas trop éloignée de Paris, pour présenter cette collection, parce que l'appartement parisien ne suffisait plus. A coleção de Joaquim presta homenagem ao período de ocupação árabe no sul de Espanha. Durante o seu apogeu, no século XV, judeus e cristãos viviam pacificamente, lado a lado, sob o regime islâmico. Os europeus redescobriram escritos, há muito esquecidos, de filósofos gregos como Platão e Aristóteles. Estas ideias filosóficas e científicas espalharam-se pelo mundo cristão, desencadeando a época da Renascença. Au niveau des salons du château se trouve ce jardin d'amour, ce jardin de la musique, qui sont la dimension liée à l'esprit peut-être, les jeux de l'esprit si l'on veut. Et on trouve dans notre jardin une évocation symbolique et allégorique de l'amour, l'amour tendre, l'amour passionné, l'amour volage et l'amour tragique. Estes são os jardins mais pessoais de Villandry. Joaquim decidiu ultrapassar os antigos esquemas e concebeu-os ele próprio. Inspirou-se nos desenhos hortícolas árabes. As formas arredondadas destacam-se das linhas retas dos jardins renascentistas europeus. Os jardins do amor e da música são testemunho da visão de um homem que encarnava o princípio da Renascença. Empenhou-se em unir arte, ciência e espiritualidade. Je crois que c'est un projet humaniste consistant à donner sur cette petite terre de Touraine un lieu d'harmonie et d'épanouissement pour l'être humain. Os franceses e os seus antecessores habitaram as margens do Loire desde tempos imemoriais. O rio não só fornecia água a pessoas e animais, como também era uma via de transporte ideal. Os tributários do rio Loire ligam o Atlântico à região do Mediterrâneo. Os reis do Loire haviam-se retirado para o interior, para junto do rio, a fim de se protegerem dos ataques. Isto deu-lhes tempo valioso para se posicionarem contra a aproximação de inimigos. Durante séculos, nenhum exército conseguira conquistar França a partir das margens do Loire. Os horríveis ataques vikings do século IX deixaram cicatrizes profundas. Estes guerreiros nórdicos navegaram ao longo do Loire nos seus célebres barcos e abriram caminho à força até ao interior de França. O castelo de Brézé ilustra bem o temor das invasões vikings. La vie du château à cette époque-là, c'est à la fois un rêve, mais c'est une explosion d'idées, de philosophie et aussi il y a des moments quand même de guerre et de conflit. Alors Brézé, je ne pense pas qu'il y a un endroit en Val-de-Loire où il demeure tellement de mystères et pourtant les traces de toutes les générations qui nous ont précédés ici ont laissé leur empreinte. Il suffit de regarder ces immenses douves sèches qui entourent le monument pour commencer à apercevoir le grand réseau troglodytique qui constitue une véritable forteresse. No século IX, os franceses já tinham construído cidades subterrâneas inteiras a partir da tufa calcária para se protegerem dos invasores.
O sistema de defesa foi posteriormente expandido pelos subsequentes proprietários do castelo. De forma a sobreviver nas grutas durante longos períodos, as pessoas e os seus animais não só precisavam de reservas alimentares, como de luz do dia esporádica. Mas onde quer que a luz penetrasse, também penetraria o olhar do inimigo. Com cada raio vital de sol, corria-se o risco de ser descoberto. Mas os habitantes estavam bem preparados contra o avanço dos inimigos. Pour les bloquer, on va utiliser un système qui est à la fois rudimentaire, mais qui est très très précise. Tout simplement, on prend des morceaux de bois, on va s'en servir pour les glisser dans les parties de la roche qui sont aménagées pour ce but précis. Comme cela. La taille de cette ouverture permettait à une seule personne à la fois de pouvoir accéder à l'autre côté. Et puis tout simplement, c'était des conditions absolument diaboliques. On aurait pu imaginer un pile de cadavres haut comme ici avant qu'ils ne prennent la position. Et puis bien entendu, par la suite, une fois que cette position est prise, il suffisait simplement de se reculer vers un autre. Grégory queria que a complexa rede de túneis se estendia por 10 km. 3,5 km de caminhos subterrâneos já foram escavados. Il faudra, si on veut, recréer presque topographiquement toutes ces cavités, d'imaginer comment ces espaces avaient été utilisés pour pouvoir se défendre, et puis par la suite reconstituer les cavités qui ont évolué pendant plus de 1000 ans. Et c'est un phénomène qui est absolument répandu partout en Val-de-Loire, où il y avait eu cette civilisation en sous-sol, où il y a eu finalement toute une population qui vivait en sous-sol bien avant que les châteaux de la Loire ont trouvé la lumière du jour. Brézé teve papel político particularmente importante no século XVIII. A família do Marquês de Dreux-Brézé era uma das mais influentes do reino absolutista. Vários membros da família ocuparam o cargo de grão-mestre de cerimónias de França de 1701 até à Revolução Francesa. L'épisode le plus célèbre de la famille des Dreux-Brézé était lors de la Révolution française, en tout cas dans les épisodes qui le précédaient, lors du serment de Jeu de Paume, quand le tiers d'État se sont rassemblés dans le terrain de Jeu de Paume de Versailles et se sont promis de ne pas se séparer sans avoir donné à la France une constitution. C'était Henri Évrard de Dreux-Brézé, grand maître de cérémonie de Louis XVI, qui a été envoyé par le roi pour dissoudre la foule, et il s'est vu répliquer par Mirabeau de cette fameuse phrase « Monsieur, allez dire à votre maître que nous sommes là de par la volonté du peuple et nous ne quitterons les lieux que par la force de ses baïonnettes. » Como mestre de cerimónias, Henri Évrard era responsável por todas as cerimónias de Estado públicas, a não confundir com a etiqueta da corte que governava a esfera privada da família real. Mesmo quando multidões enfurecidas obrigaram Maria Antonieta e Luís XVI a deixarem Versalhes, Henri Évrard não abandonou o rei. Contudo, os seus esforços foram em vão. Pouco depois da família real ser presa, também ele foi capturado. Mas tinha a sorte do seu lado. Juntamente com o filho Pierre Simon, mais tarde bispo da diocese de Moulins, sobreviveu à Revolução Francesa. Outro período breve, mas turbulento, deixou marcas nos castelos do Loire. A ocupação nazi alemã. Os jovens soldados garatujaram um calendário na parede do castelo. Acaba no dia anterior ao desembarque dos aliados, quando os soldados tiveram de fugir. Usaram lápis para desenhar os seus símbolos e sonhos nas paredes. Com uma cerveja na mão
e fumando um cigarro, de regresso da caça ao inimigo. Quase conseguem sentir as poderosas figuras que outrora andaram pelo castelo de Brézé. Consta que o cardeal Richelieu, o homem mais importante no reinado de Luís XIV, terá dormido neste quarto. J'ai un souvenir très fort de mon enfance, faisant un voyage qui était assez, pour moi, révélateur avec ma mère en traversant notamment le Val-de-Loire en voiture, une très vieille voiture, et je m'en souviens, cet sens d'émerveillement qui était le mien en voyant ces monuments à perte de vue bâtis de cette pierre emblématique, la pierre de Tuffeau, quelque chose qui est pour un Australien sorti d'une conte de fées. C'est une mémoire très visuelle qui m'a affecté. A vinha, originalmente plantada pela família de Brézé, estende-se hoje por 25 hectares. O seu atual proprietário, o conde de Colbert, alegou o terreno ao jovem vinicultor Arnaud Lambert a partir de 2009. C'est ici les plus grands terroirs, et donc je vais vous expliquer pourquoi. Alors on a une fine couche d'argile qu'on a ici, qui est beaucoup plus compact, donc ça tient, c'est un peu comme de la pâte à modeler. Là il y a juste 10 cm, c'est pour l'énergie à la plante, le volume des vins en bouche. Et en dessous, on a cette pierre de tuf. La pierre de tuf, c'est la pierre avec laquelle on construit les châteaux dans la Loire. Pour nous, c'est exceptionnel, ça joue le rôle d'une éponge. C'est-à-dire que ça capte l'humidité l'hiver et ça la redonne à la vigne en fonction de ses besoins à partir du printemps jusqu'à l'été. Donc ça veut dire que nos plantes de chenin ou de cabernet franc, ils ne souffrent jamais. Et donc il y a tout pour faire des grands vins. Et en plus, on a ces cailloux, c'est de la silice. Donc là, ça rajoute, en fait, ça capte l'énergie dans la journée et ça redonne de la chaleur la nuit. Arnaud usa as antigas caves para guardar as cubas, tal como acontecia há séculos. Sur ce vignoble de Brézé, c'est un vignoble historique qui existe depuis le XVe siècle. Et donc se sont succédés sur ce vignoble-là les marquis de Dreux-Brézé, dont Henri Évrard de Dreux-Brézé, qui avait la charge de grand maître de cérémonie à Versailles de Louis XIV. Sa famille l'avait de Louis XIV à Louis XVI. Et donc il y avait des vins de Brézé sur toutes les cours européennes. Ensuite, on exploitait le vignoble, la famille de Colbert. Et aujourd'hui, c'est moi qui exploite ce vignoble depuis 2009. Et c'est vrai qu'on sent toute l'histoire de Brézé dans les vignes et dans ces terroirs-là. Et d'ailleurs, ce vin, ce coteau de Saumur du château, c'était le vin préféré de Louis XIV. Ici, on va retrouver ce qui a été utilisé au XIXe siècle pour fermenter les jus. C'est-à-dire, ce sont des enchères, le jus coulait dedans, c'était creusé directement dans la pierre de tuf, dans notre roche. Le vin, on l'entonne et on le met dans les barriques qui sont là-bas. On ne sait jamais combien de temps ça va rester en élevage, on sait juste à quelle date on le met, ensuite c'est le vin qui décide, on va venir déguster régulièrement. Ao longo dos próximos 30 anos, Arnaud espera restabelecer a antiga reputação da vinha. Não se trata apenas de um sonho pessoal, mas de toda a região que tem laços profundos com a indústria vitivinícola. Só recentemente o castelo de Brézé abriu as suas portas ao público. Arnaud e Grégory fazem uma equipa muito promissora. E o melhor ainda estará para vir. E Nico, o balonista, deixa o vento levá-lo pela região onde os seus antepassados outrora viveram.
J'aime beaucoup l'histoire et le fait de survoler cette région, eh bien, on comprend un petit peu mieux ce que nos ancêtres sont venus trouver ici et pour quelles raisons ils se sont installés ici. Rio preservado. Uma gama única de castelos ao longo do Loire. Como o castelo de Amboise, onde Leonardo da Vinci morreu. E uma florescente biodiversidade. Razões suficientes para a Unesco ter incluído a região na lista do Património Mundial. Talvez os antepassados de Nico e o seu Jardim do Éden tenham demonstrado que o termo francês savoir-vivre realmente significa apreciar a vida e encontrar o equilíbrio entre natureza e cultura, como aqui no Val do Loire. Nico nunca sabe exatamente onde vai aterrar. É impossível controlar completamente um balão de ar quente. Mas uma coisa é certa. Após cada aterragem, começa a imaginar o próximo voo, que lhe vai permitir apreciar os majestosos castelos do Loire a partir do céu. E depois de tudo arrumado, dá largas à fantasia com uma garrafa de champanhe.